etc. On s'en fiche de ça. Je vais vous parler d'un sujet qui me passionne en ce moment. Enfin, ça fait longtemps d'ailleurs, c'est la maintenance. Je vais vous expliquer pourquoi, mais effectivement, on sait tout ce que c'est développer une application et une application qui dure dans le temps. On se retrouve tous à avoir des problématiques de maintenance au bout d'un moment. Tu peux descendre hein, si tu veux, Clément. Et donc, voilà, j'aimais appeler ça, j'aimais bien cette formulation investir dans l'invisible. Peut-être que tu peux faire un commande plus ou un peu plus pour zoomer un petit peu le texte. Je sais pas, c'est peut-être un peu petit. Euh, Yes, merci. Voilà, donc cool. Voilà, globalement, top, super. Voilà, bah, je te laisse descendre, dérouler le enchanté pour que voilà, vous avez tous vu ma tête, super. Pour vous dire qui je suis. Stéphane, donc en fait, je vais y arriver après. Moi aussi, comme toi, Olivier, je me suis reconnu. J'ai commencé, je suis un vieux développeur. Je vais y arriver, J'ai hein, pas c'est dit que pas. j'étais vieux, hein. Alors non, C'est toi qui l'as moi, rajouté. je dis que je suis vieux. Mais non, là où je dis comme toi, c'est que moi, j'ai commencé Ruby en 2008. Du coup, c'est là où je me suis retrouvé. Tu as dit 2009, je crois. Enfin, Ouais, du coup, on est dans les mêmes périodes. Ouais, effectivement, donc moi, je suis un vieux développeur. J'ai les poils blancs dans la barbe. Ça fait 20 ans que je développe. Et les choses qui m'ont inspiré, c'est de pouvoir créer des applications utiles. Alors, j'ai mis une définition sur utile. Elle est utilisée, parce que sinon, elle sert à rien. Et puis, elle simplifie la vie de moins une personne. Et le plus, c'est le mieux. Voilà, ça se passe bien. Mais mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un téléphone et comme ça, je peux continuer. Après, vous aurez quand même besoin d'un peu de support pour que je présente un peu des choses. Qu'est-ce que je vais raconter rapidement? Juste, donc voilà, moi j'ai confondé en 2008 une agence de développement qui s'appelle Captive et qui utilise, en tout cas en bac, pardon, qui utilise exclusivement du Ruby on Rails et qui fait deux choses globalement, à la fois que du développement sur mesure pour les entreprises et à la fois on aide des entreprises sur la partie excellence opérationnelle, digitalisation. Donc, si je prends des exemples récents, on travaille pour une boîte qui s'appelle Iris Gallery, qui fonctionne des galeries d'art qui font des très belles photos de vos yeux. Peut-être vous avez vu. Et du coup, derrière, quand vous prenez ces belles photos, vous pouvez les imprimer et en faire des cadres et les afficher chez vous. Quand vous aurez Internet, vous verrez une des photos, c'est très joli. Et du coup, nous, globalement, bah, quand on a commencé à bosser avec eux, on a travaillé sur tout leur processus de fabrication. Ils utilisaient un Google Sheet et du coup, c'était évidemment l'enfer. Et on a digitalisé tout le process de prise de commande, de validation des QA, d'interconnexion avec leurs usines pour qu'ils fluidifient tout ça. Donc, en termes de résultats, ça a donné du gain. C'est toujours comme ça, c'est des gains de nombre de commandes qu'on peut traiter. À peu près, ça fait 6 mois que c'est en prod, ça. À peu près x2 en volume de commandes qu'ils peuvent traiter et un délai de fabrication qui est réduit, donc d'à peu près 30%. Bientôt, on va y arriver, hein. Je fais comme si j'étais pas du tout perturbé par ça et si jamais ça se voit, vous me le dites, hein. Merci, c'est top. Bon, un autre exemple, voilà, comme ça me permet de parler en attendant qu'il y ait des choses qui s'affichent, c'est qu'on travaille sur une application mobile qui s'appelle Vera, j'en avais déjà parlé la dernière fois. C'est une application qui vous permet de mieux gérer votre vestiaire, donc globalement qui va composer des tenues avec des vêtements que vous possédez déjà, avec l'intention derrière de vous dire bah, arrêtez d'acheter des fringues parce que globalement vous pouvez déjà composer des nouvelles tenues avec ce que vous avez. Nous, on a repris l'app. Ah, merci, super. On a repris l'app il y a quoi? Il y a un an, à peu près, un an et demi. Ça marche plutôt bien. Quand on a recommencé, ils avaient dû tout jeter. Ils avaient 500 utilisateurs parce que ça ramait trop. Ils ont arrêté les inscriptions. Là, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 190 000 utilisateurs. Donc ça commence à prendre un peu. C'est assez cool. Les gens prennent leurs vêtements, leurs vêtements en photo et les uploadent sur l'app. On a 2,7 millions de vêtements, donc on s'amuse, on commence à gérer ça. Voilà, vous voyez à gauche, Iris Gallery, des belles photos comme ça. Bon, bref. Voilà, ça c'était cool, c'était comme ça m'a permis de parler pendant que ça fonctionne. Tu peux descendre s'il te plaît Clément et du coup on va parler maintenant du sujet, c'est la maintenance. C'est quoi le problème avec la maintenance et pourquoi j'avais envie de parler de maintenance? Bah, tiens, si tu voilà, j'ai fait que des trucs à dérouler, tu vas m'adorer, hein. Merci, je te paierai une bière après. Euh, un truc que j'ai souvent en tête, donc j'ai comme probablement plusieurs d'entre vous ici, je suis un praticien agile, j'ai découvert l'agile il y a très longtemps et donc vous connaissez peut-être le manifeste agile avec ses 4 valeurs et ses 12 principes. Et le principe numéro un que j'ai toujours en tête, qui est donc celui-ci, notre plus haute priorité, est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Donc globalement, c'est d'après un praticien agile qui suit le manifeste, sa plus grande priorité. Donc ça, c'est une grande inspiration pour moi, ce manifeste agile. Et puis, il y a quelques années, il y a 4 ans, j'ai redécouvert le Lean. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant il y a plein de trucs super dans le Lean, je pourrais en parler très longtemps, mais c'est au moment où on commence à différencier ce qu'on est en train de faire et qu'on les catégorise dans ces 3 types de catégories qui sont les tâches à valeur ajoutée, les opérations qui sont à non-valeur ajoutée mais qui sont nécessaires, et puis les opérations à non-valeur ajoutée et qui ne sont pas nécessaires, ce qu'on peut appeler des gaspillages. Et la question qui se pose ici, c'est
c'est quoi la maintenance là-dedans? Et donc, je me suis posé pas mal de fois la question. Et effectivement, quelque part, si on regarde la maintenance, elle n'est pas directement à valeur ajoutée par rapport au fait qu'on veut livrer des fonctionnalités justement à forte valeur ajoutée. Mais a priori, on ne peut pas s'en passer. Donc, je vais la catégoriser dans les opérations nécessaires pour l'entreprise. Juste pour donner un peu des chiffres sur ce que nous, on a vécu là en 2023 chez Captive, puisque on a pas mal on traque pas mal de choses. Voilà, donc sur les 1097 tickets, parce qu'on utilise Jira, donc j'ai compté les tickets qui sont des tickets feature et des tickets maintenance. On a 1087 sur l'année tickets feature livrés, 142 tickets maintenance, ça fait à peu près 13%, donc c'est pas rien non plus en termes d'efforts. Yes. Ce que je remarque aussi quand on parle de maintenance avec des gens qui ne sont pas tech, parce que quand on parle avec des techs, il y a peu de techs qui pensent que c'est pas une bonne idée de faire de la maintenance. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y en a aucun, j'ai dit peu. Moi, j'en rencontre peu. Le font. Ah oui, mais ça, On c'est le autre sait, chose. mais Ouais. Mais ce que les non-tech pensent parfois, et ce qui va créer une... Ce que moi, je vois, c'est bon, il y a à côté, c'est un mal nécessaire, ok, on n'a pas le choix, les techs nous disent qu'il faut faire de la maintenance, on fait de la maintenance. Il y a aussi qui pensent que les techs se font plaisir. Et puis, il y a ceux qui, dès qu'ils entendent le mot refactoring, ils ont peur. Et ils essaient de faire en sorte qu'on ne fasse pas ça. Alors du coup, la question qui tue, merci Clément, ça veut dire quoi? Bien maintenir son application. Alors, quand je me suis posé cette question-là, parce que nous, en fait, effectivement, on en fait beaucoup des maintenances, c'est même une prestation qu'on offre sur des applications qui sont devenues matures, donc on s'est beaucoup posé la question, ça veut dire quoi? Ouais, bien maintenir. Donc, pour répondre à cette question, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si on maintenait pas du tout une application? Bon, là, elle est en prod, limite, elle évolue plus, et plus personne la touche. Et on a vu ces cas-là. Globalement, voilà ce qu'on a listé, ce qu'on a identifié comme problème qui peut voilà, se produire. Déjà, il n'y a plus personne qui connaît la code base. Donc, il y a le sujet de comment est-ce qu'on fait pour intervenir sur une application, parce que peut-être qu'un jour, il va se passer quelque chose, mais si plus personne ne la maintient, plus personne ne la connaît, qu'est-ce qu'on va faire? Les classiques, c'est les vulnérabilités qui sont découvertes, ou les failles de sécurité qui peuvent venir. Les autres classiques, les bugs. Alors les bugs, en général, ce que moi j'observe, même si encore une fois je vais tirer des conclusions très hâtives, mais les cas classiques qu'on va voir, c'est soit les corner cases on n'avait pas pensé, et puis peut-être que c'est pas grave, on vit avec, mais il y a aussi le classique de l'intégrité des données. C'est-à-dire globalement, il y a des données qui sont censées être liées entre elles, qui sont dépendantes, mais en fait on n'a pas bien géré soit les clés étrangères ou soit certaines règles d'intégrité, et en fait on a supprimé une entrée, il y a une autre page qui pointe sur cette entrée, bam, le fameux erreur 500. Les lenteurs, ça vient aussi, on a une base de données qui se remplit. Les problématiques type des bases de données, c'est les index par exemple qui ne sont pas présents, ou les n+1 quand on fait du reste, ce type de choses qu'on peut facilement provoquer en faisant du lazy loading sans s'en rendre compte. Et au début, on s'en fout, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, mais au fur et à mesure que l'application prend de l'âge, ça devient de plus en plus compliqué. Le truc que j'ai déjà vu aussi, l'obsolescence, on ne touche plus à votre appli, oui, les hébergeurs qu'on utilise, ils vont continuer à maintenir eux-mêmes leur infra, et au bout d'un moment, ça va devenir si vieux qu'ils vont juste vous dire, est-ce que on l'a déjà vu, désolé, mais vous ne pouvez plus déployer chez nous si vous ne mettez pas à jour. Le truc qu'on a vu qui est assez qui est marrant aussi, mais si on veut dire marrant, ça dépend de quel côté on se place, mais c'est impossible de lancer son projet. Voilà, aujourd'hui, si vous utilisez un Mac par exemple, et vous avez un Mac récent, un Mac de cette année, et que vous avez un projet qui utilise une vieille version de Ruby, vous ne savez même pas comment la lancer, parce que finalement ça ne marche pas, vous allez vous galérer ne serait-ce qu'à installer cette version de Ruby compatible. Et bon, ça c'est, on va dire, je ne vais pas dire que ça veut dire que c'est un dernier le dernier sujet, c'est pour la conformité, mais je me dis qu'en général, quand on est à ce stade où on a une application et qu'on décide de ne pas la maintenir, peut-être que ce n'est pas le principal de nos soucis d'être en conformité RGPD ou accessibilité, mais en tout cas, c'est des choses qui vont se produire. Cool, merci Clément, si tu veux bien ouvrir la suite. Donc du coup, j'ai essayé de retourner, une fois que j'ai dit ça, et comme j'adore raconter des histoires, je vais faire un petit détour. Vous me posez la question, c'est quoi la vraie valeur de la maintenance? Récemment, j'ai lu un article, ouais, tu peux le déballer, je ne vais pas vous lire l'article qui est super long, d'un monsieur qui s'appelle Michael Ballet, qui est quelqu'un qui parle énormément de Lean en France et même à l'international, qui a beaucoup étudié Toyota pendant très longtemps, et ce passage-là m'avait marqué parce que Toyota, en fait, ça reste, c'est connu comme être le plus gros, parfois, constructeur mondial automobile, les plus productifs en termes de construction automobile, y compris devant Tesla qui ont énormément investi dans la robotisation, alors que c'est moins le cas. Et un truc qui est assez marrant, c'est ce côté, j'ai été surpris, les usines de Toyota tournent en 2x8, là où la plupart tournent en 3x8. Et donc, en fait, on se dit, tiens, c'est intéressant. Comment ils font pour être plus productifs en faisant du 2x8 que les autres?
qui font du 3.8. Et donc l'explication que Michael nous donne ici, c'est que bah, du coup, en fait, d'une certaine manière, c'est logique parce que les équipes de nuit sont plus chères. Du coup, l'univers Squidilla, moi je connais pas assez bien, mais c'est que les équipes de nuit sont un univers spécifique. Mais globalement, la logique, c'est que la nuit, ils font la maintenance. Et du coup, ils surinvestissent dans la maintenance pour créer des conditions de performance pendant la journée. Comme ça, ils ont des systèmes qui fonctionnent et qui connaissent très très bien. Je trouvais ça assez intéressant. Voilà, vous avez le lien si vous voulez. Du coup, je restais toujours sur cette changer de perspective, c'est quoi le gain de bien maintenir? J'essaie de le formuler d'un point de vue intelligible par n'importe qui. Et le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'est parce que moi j'aime bien, parce que j'en suis sensible, j'aime bien dormir la nuit. Et du coup, effectivement, une application bien maintenue, c'est une application selon moi, qui nous aide à dormir sereinement quand on est tech ou quand on est dirigeant d'une entreprise qui utilise son produit pour faire tourner sa boîte. Euh, un cas qu'on a vu récemment que je trouve, moi, je trouve ça fou, mais après, je peux comprendre certains arbitrages. Une application, effectivement, qui tourne en prod, qui fait tourner tout un business, que plus personne ne sait toucher. On ne sait pas la déployer, mais ça tourne comme ça depuis 4 ans. Tant mieux. Et finalement, bon, quelque part, on peut se dire, on peut jouer à ça. Au final, c'est vrai, la maintenance, ça a un coût. C'est ça qui m'a amené à cette réflexion. La maintenance, ça a un coût. Quel est le gain qu'on va obtenir face à ce coût? Et puis le deuxième gain que je vois, en particulier quand on est dans le cadre d'une équipe qui continue à développer des fonctionnalités sur son application, ben pour moi, si on fait correctement de la maintenance, en fait, on garde le coût des nouvelles fonctionnalités. Je pourrais utiliser le même graphe que Johan avait utilisé sur le côté, on l'a pu le voir, la fois, le coût de l'évolution qui peut être assez exponentiel en fonction des pratiques qui peuvent être mises en place dans une équipe. Donc à partir de là, ce que j'ai essayé de réfléchir, c'est globalement, c'est quoi, voilà, finalement, les points clés nous, de plus en plus, on pratique et on utilise sur... ah, on va y arriver, super, mais c'est pas grave. Donc je suis pas tout seul, mais on a identifié 6 points clés qui peuvent nous permettre de regarder est-ce qu'on est en train de bien maintenir notre application et vraiment on fait la différence entre les applications qui sont activement en développement ou en évolution, avec les applications qui sont matures et qui ont juste besoin de continuer à tourner. Donc ces 6 points clés, les voici. Et en fait, ce que je vais faire dans chacun, c'est vous raconter un petit peu, un peu de détails et donner un peu des outils qui peuvent vous aider, en tout cas qui nous aident, on va dire ça comme ça, et si ça vous aide, tant mieux, à faire en sorte que ça soit plus facile pour vous. Donc le premier truc, je l'ai dit, ça paraît évident, mais en fait, parfois c'est évident en le disant, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Le premier point clé, c'est qu'il faut rester en capacité d'intervenir. Si on a une appli qu'on maintient, il faut qu'elle puisse tourner sur une machine de dev. Il faut qu'on puisse la déployer en prod. Si on ne fait pas ça, ça devient super compliqué, parce que le jour où on va avoir besoin d'intervenir, très probablement que ça sera un moment où il faudra réagir vite. Donc ça ne sera probablement pas le moment où on aura besoin de comprendre comment on fait pour réinstaller l'appli et comment on la redéploie. Donc après, les points clés qu'il y a dedans à chaque fois, c'est des pratiques que vous connaissez peut-être, mais du coup, quand j'ai trouvé intéressant de réexpliquer, enfin de reposer même pour formuler ma pensée, c'est plus simple quand on peut lancer le projet en une commande. Donc voilà, on peut utiliser Foreman, on peut utiliser Docker, chacun ses trucs. C'est plus simple quand on a un jeu de données suffisant qui permet au moins de manipuler les fonctionnalités essentielles de l'application. Moi, je déteste quand on se retrouve à dire, après, c'est des choses qui se voient, hein, je fais un DOM de la prod, comme ça, je peux utiliser mon appli. Ouais, je pense que c'est pas vraiment une très bonne idée de faire un DOM de la prod. Du coup, voilà. Comment on fait pour déployer en production? Effectivement, un script qui déploie en une commande et qui est encore actuel, hein, un truc qu'on a vu récemment. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont connu Capistrano, qui était un outil qui permettait de déployer des applications. Bon, voilà, j'ai découvert que ça existait encore, parce que nous, on ne l'utilise plus, donc ça existe encore, pourquoi pas, mais il faut continuer à le maintenir, et, enfin, en tout cas, à savoir s'en servir. Ouais, et puis du coup, si vous avez une CI, je trouve quand même qu'encore une fois, c'est plus pratique. Et quand il y a une CI qui déploie elle-même, que c'est automatisé, c'est mieux. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir qu'on n'a pas introduit de régression. Donc, si effectivement on arrive avec une suite de tests qu'on peut exécuter, qu'elle est ouverte avant qu'on intervienne et qu'elle est toujours ouverte à la fin, c'est quand même plus confort avant de balancer quelque chose en prod qui, par définition, soutient un business d'une certaine manière. Donc le deuxième point clé, donc ça c'est un peu presque les basiques, hein, c'est être en capacité d'intervenir. Après, du coup, on ne veut pas de bug dans une application. Donc comment on fait pour ne pas avoir de bug? Alors je ne vais pas arriver sur tout ce qui va nous permettre de ne pas avoir de bug, mais en tout cas la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour les détecter. Donc classiquement,
On les points clés, avoir un crash reporter, donc il y en a plein. Nous, on utilise Sentry, mais j'ai l'impression qu'on a utilisé tous ceux du marché. Voilà, on a utilisé Roadbar, on a utilisé d'autres. Et du coup, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est bien d'avoir un crash reporter, mais l'étape d'après, c'est de le regarder de temps en temps, régulièrement, après à chacun de définir son rythme, et au moins de planifier les correctifs. En tout cas, de se dire, mon application, elle est bien maintenue si j'ai 0 bug connu, et c'est là, globalement, qu'on va trouver, en général, les corner cases du truc qu'on n'avait jamais imaginé, de tiens, moi, le truc, je ne cesse d'être étonné du nombre de bugs qu'on voit parce que il y a un utilisateur qui a affiché une appli, qui a laissé sa page ouverte pendant un temps infini, et quelqu'un d'autre qui a du coup fait des choses dans cette appli, et du coup l'état a changé, et bam, il clique sur le bouton, je sais pas moi, je veux réserver un cours, on a vu ce truc-là, je suis sur une page de réservation d'un cours, je sais bon, je vais cliquer sur réserver, mais je suis pas prêt à cliquer, je vais attendre demain. Et pendant ce temps, quelqu'un a pris la dernière place. Mais moi, ma page, elle est là. J'ai pas utilisé les super outils front que tu nous as présentés. Et du coup, je suis hyper statique. J'ai toujours mon bouton réservé. Et là, bam, j'avais pas anticipé ce genre de situation. C'est parfois, on arrive à avoir des retours utilisateurs qui nous signalent le bug, mais c'est pas toujours évident de le savoir. Donc, ça nous permet en tout cas de les connaître et d'en être conscient et de les planifier. Le troisième sujet, du coup, c'est zéro vulnérabilité connue. Et ben voilà, vulnérabilité connue, encore une fois, moi je parle pas forcément de grosses failles de sécurité, mais c'est quand même plus pratique de savoir qu'il n'y a pas des grosses vulnérabilités chez nous. Et du coup, voilà quelques outils que nous on utilise et qui sont assez pratiques, je trouve, et assez faciles à utiliser. Un bundle audit, vous lancez une fois de temps en temps, ça va vous dire s'il y a des CVE ou des vulnérabilités qui sont connues. Breakman le fait aussi, je crois, mais ce que je trouve intéressant avec Breakman, c'est que ça va détecter des injections SQL qu'on va trouver assez facilement quand on a fait une requête SQL qu'on a écrit à la main et en fait on a foutu les variables directement dedans sans faire exprès, enfin sans faire exprès, sans le savoir on va dire. Pareil pour le front, c'est Yarn, voilà, NPM Audit. Et récemment, depuis quelques temps, on utilise ça, que c'est pas mal. Dernier truc, c'est un scanner de vulnérabilité en ligne. Alors ça va permettre de détecter des problématiques qu'on ne voit pas ailleurs. C'est que soit on a, par exemple, on n'utilise pas Yarn, et donc on a le classique, on a un vieux jQuery, 1 point je sais pas combien, et en fait on a complètement oublié qu'on était dedans. Ou on a des cookies qui ne sont pas sécurisés et en fait on ne sait pas le regarder autrement. Donc ça permet de regarder un peu des trucs un peu plus HTTP qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Donc ces outils-là, nous, ils nous aident assez bien. Le quatrième point, c'est d'avoir une application qui est suffisamment performante. Qu'est-ce que c'est suffisamment performante? Ça, après, à chacun de définir. Nous, le truc pour ça, je trouve que c'est pratique d'utiliser un performance monitor. Donc, pourquoi j'ai mis Railgun? Pas du tout, rien à voir. C'est justement, on utilise Sentry. Mais bon, voilà, New Relic, pareil, il y en a plein des outils du marché. Et parfois, enfin, même souvent, ça va être le même qui va faire à la fois le crash reporter et puis le performance monitor. Mais bon, certains peuvent être plus spécialisés. Et l'outil que j'aime bien utiliser, c'est le Score Abdex, que vous trouvez dans pas mal de ce genre d'outils. Le Score Abdex, c'est un score un peu normalisé qui a vocation à regarder en fonction du nombre de fois où vous avez des requêtes qui renvoient une erreur ou le temps de réponse, qui va essayer de vous positionner la satisfaction de l'utilisateur entre 0 et 1. Et donc, voilà, bon, je peux bien dire, c'est que essayons de trouver, je ne sais pas, voilà, 0,85 au minimum pour que ce soit good. Idéalement, si c'est plus, c'est mieux. Mais du coup, ça permet de faire. Ça permet de savoir où on en est, en tout cas régulièrement, de passer juste jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'on est toujours OK au niveau du score Abdex, par exemple? Ça permet d'avoir un score. Et l'avantage des scores, c'est que ça permet de les traquer et de voir si on est toujours OK ou not OK. Le dernier point là-dessus, tiens, je remonte un tout petit peu, c'est que le problème type de la performance que nous on voit dans les applications Rails, c'est au-delà des index, dont je disais tout à l'heure, c'est les requêtes N+1 qu'on va retrouver assez facilement. Donc la Gembullet est assez pratique, qu'on peut installer comme ça, qui va vous permettre soit de configurer dans dans vos tests, et puis ça va faire péter vos tests, ou même en local, ça va popper des petites alertes comme quoi il y a des N+1 qui ont été détectés. Ça va permettre en tout cas de détecter certaines N+1 que vous n'auriez pas vues autrement, parce que franchement c'est assez facile en Rails de faire des N+1 sans s'en rendre compte. Voilà, tu peux scroller, merci. Cinquième point là-dessus, voilà, éviter les composants obsolètes, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer encore une fois. Le monde continue à évoluer, mais certains composants, on les utilisait et arrête d'être
peut-être utilisé. Je vous donne un exemple parce que tu parlais de front tout à l'heure, Yann. Nous, on a une appli que j'aime beaucoup parce que ça fait 10 ans qu'elle est en prod, elle tourne super bien et elle utilise Backbone.js. Moi, j'ai adoré Backbone.js. Et en fait, je croyais que c'était mort. Et non, ce n'est pas mort. Il y a une release qui est sortie il y a, vraiment, genre, il y a quelques mois. Bon, c'est plus très à la mode. Ah ouais, bah voilà. Et ouais, bah ouais, tout à fait, exactement. Bon, bah après, on peut se poser la question de est-ce que c'est maintenu, pas maintenu, au bout d'un moment. Mais ce qui est assez cool, c'est que bah, aujourd'hui, maintenant, vous les connaissez peut-être aussi, mais je sais qu'il y a eu un talk il n'y a pas longtemps sur, je sais plus si c'était Renovate ou Dependabot, mais c'est vrai que si vous configurez un de ces bots comme ça, c'est assez sympa, ça vous prépare ça se configure bien, ça vous prépare les PR, ça va détecter les composants qui sont dans votre gemfile et peut vous préparer des PR pour les mettre à jour. Pareil pour les packages.json, ça va les détecter et ça va vous faciliter en fait le fait de rester à jour sur vos dépendances. Et que si vous restez à jour sur vos dépendances, bah, classiquement, vous aurez aussi moins de vulnérabilité dans vos dépendances. Et un autre truc que je trouve intéressant, c'est que, et je vous montrerai après comment nous on fait, c'est on garde une trace de tous les composants qui sont OK, not OK. J'ai pas fait, enfin, nous, comme enfin, peut-être que vous avez des problématiques similaires pour le moment, mais donc nous, en tant qu'agence, en fait, on a pas mal d'applis qu'on maintient et qu'on développe en même temps avec des équipes qui vont intervenir sur des applis différents à des moments différents. Et ce qu'on veut éviter, c'est d'introduire des choses qu'on avait à un moment décidé qui n'étaient pas une bonne idée. Donc globalement, et là, au niveau des composants, bah, si on a décidé de plus utiliser, je ne sais plus, très bête, on va reprendre. Le problème type qu'on a du mal à harmoniser pour l'instant, c'est le nombre de services de mail qu'on a entre Mailgun, Mainjet, Brevo, etc. Voilà, c'est le genre de truc où on va commencer à harmoniser et se dire, bah tiens, on va avoir une base de référence qui dit voici ce qu'on a utilisé, et ce qui permet potentiellement progressivement de se dire, bah tiens, notre standard c'est celui-ci, et puis on va regarder quel est l'état de nos apps et comment est-ce qu'on va les amener à notre standard ou pas. Donc ça, pour moi, c'est la base. C'est beaucoup peut-être, mais c'est la base pour dormir sereinement en tant que quelqu'un qui est responsable d'une application qui tourne en prod. Et après, celles qui ont du développement actif, elles ont un enjeu supplémentaire, selon moi, c'est de gérer la dette technique. Je les séparais parce que je considère qu'effectivement, ce que j'ai pu entendre chez certains de nos clients qui ont plus en mode j'ai une appli et en fait, je veux plus la toucher. Donc globalement, la maintenance devient quelque chose qui est un coût pour moi. Euh, j'ai pas envie d'entendre le mot refactoring parce que je vois pas la valeur de ce que c'est. Donc effectivement, à quoi ça sert le refactoring, la gestion de la dette technique? Bah, j'ai catégorisé dans la section bah, je veux pouvoir continuer à intervenir, à faire évoluer cette code base. Et donc en fait, il faut que je lui donne de l'amour, il faut que je fasse en sorte que je la maîtrise et je continue à faire évoluer. Donc là-dessus, certains points que je trouve intéressants là-dessus pour le maîtriser, c'est que bah, déjà rédiger les standards, encore une fois, un des problèmes types, c'est que bah, une connaissance, surtout quand l'appli évolue, quand est-ce que ça devient du legacy, je ne sais pas quelle est la limite, mais à un moment, il y a des développeurs qui ont écrit des choses parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure chose à faire compte tenu de leur contexte. Mais quelques temps plus tard, cette connaissance, elle évolue, les pratiques évoluent. Et donc, c'est intéressant d'avoir noté quelque part ce qu'on considère être la bonne chose à faire. Pourquoi? Parce que dans une code base, globalement, il y a beaucoup de développeurs qui vont, et ce qui est tout à fait normal, en essayant de bien faire, vont fonctionner par mimétisme, en regardant, tiens, dans cette code base, ça c'est fait de telle manière, donc je vais faire pareil ici, ou je vais essayer de m'approcher de l'ambiance de cette base de code. Alors que si ça se trouve entre-temps, ben, ce qui avait été écrit est devenu déprécié ou plus une bonne pratique pour votre équipe. Du coup, le rédiger quelque part, avoir une base de connaissances là-dessus, c'est assez pratique. Et après, c'est super dur à maintenir tout ça, c'est une base de connaissances. Et, euh, et du coup, de faire en sorte que tout le monde connaisse toutes les règles, parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses à raconter. On utilise beaucoup les linters, et nous en particulier, ben, on utilise Rubocop, mais ben, que vous connaissez peut-être, mais du coup, ce que j'ai trouvé assez cool là, depuis 6 mois peut-être qu'on a commencé à faire ça, à écrire des règles Rubocop custom pour commencer à détecter les patterns qui puent. Alors, si je vous donne un exemple, par exemple, je considère que un contrôleur ne devrait pas envoyer un mail. Voilà, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord, mais nous, c'est ce qu'on pense. Et du coup, on pense que les mails doivent être envoyés ailleurs. Mais typiquement, dans nos code base, on commençait à voir ça et des choses qui s'introduisent. Donc, on a écrit une règle Rubocop pardon, qui dit bah, vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui envoie un mail dans un contrôleur et sinon, tu popes une erreur. L'avantage de Rubocop, c'est qu'il y a la fonction autocorrect. Donc, si vous développez votre règle Rubocop, vous pouvez
faire le pas d'après, pas dans tous les cas, mais dans pas mal de cas, vous pouvez faire le pas d'après, vous écrivez la règle qui le corrige tout seul. Et donc, ça devient quelque chose, parce que tous les problèmes type des linters, c'est qu'en fait, bah, ça devient une contrainte. On a fini de développer notre feature, on est content, parfois on a eu du mal, et là, hop, on veut commit, et puis hop, ça passe pas la CI parce que le linter n'est pas content, et c'est le moment où on est rageux, et c'est normal. Mais du coup, si on peut utiliser la fonction autocorrect, bah, on est content. De plus en plus, on essaie de formaliser ça. Le prochain point, c'est le principe du Boy Scout. Donc, l'idée de laisser la base de code un peu plus propre que l'état dans lequel on l'a trouvé. On trouve rarement des gens qui sont contre cette idée, évidemment. Mais après, la question qui va se poser derrière, c'est ça veut dire quoi plus propre? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et depuis assez peu de temps, on commence à utiliser voilà, Ruby Critique, qui se définit comme un Code Quality Reporter. Donc ça va exécuter pas mal d'autres gems derrière, Rig, Flog, je sais plus quoi, enfin je me rappelle plus toutes, mais pas mal de gems qui... Flame, Flog et je Ouais, sais plus quoi, c'était des noms pas très sympas. ouais, voilà. Donc il va détecter des codes smell, voilà, des complexities de code, des duplications de code. Il y a aussi SimpleCov qui est utilisé, donc il y a un code coverage aussi qui est exécuté. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est que ça permet encore une fois de donner un score. Donc nous, la manière dont on l'implémente, dont on le teste en ce moment, et c'est pas si simple, c'est se dire, ben, comme c'est le Boy Scout, en fait, on ne doit pas avoir dégradé le score. Bon, évidemment, quand vous intégrez ce genre d'outil dans une équipe, ben, il y a les débats qui arrivent derrière. Est-ce que je suis d'accord avec ce que me dit Ruby Critique sur le fait que c'est bien, pas bien? Donc il y a beaucoup de custo après à faire. Et puis le même problème qui est, ok, j'ai fini, j'ai sué pour sortir mon truc, je voulais le sortir. Et puis là, en fait, j'ai 0,01 point en moins et je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est un con. Et bref, voilà. Et donc ça, c'est. Mais ceci dit, ça amène des conversations intéressantes. Le dernier point, bon, ça c'est pour moi une des bonnes approches pour gérer la dette technique. Et du coup, la question après, c'est comment on fait pour s'organiser, alors qu'on a toujours ce dilemme que Clément va nous faire découvrir tous ensemble. Merci Clément. Yes, top. Ouais, donc en fait, les deux extrêmes que j'ai pu voir, moi, c'est il faut sortir de la feature, il faut sortir de la feature. Donc en fait, c'est super dur de réussir à prendre du temps pour organiser sa maintenance, jusqu'à arriver à l'extrême opposé qui est stop les gars. Je suis content, j'ai réussi à négocier avec le produit, la direction, etc. On arrête de shipper la moindre feature. Parce que maintenant, on va prendre X temps pour s'occuper de notre code base. Donc ça, c'est un peu les deux extrêmes que je vois. Moi, je pense qu'il n'y en a aucune des deux qui est bonne et qui soutiennent le business. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des choses qui vont pouvoir s'organiser au fur et à mesure. Donc l'organisation, bah, après, chacun peut trouver sa propre organisation. Les trucs qu'on a pu faire et qui ont marché pour nous, c'est peut-être con, mais écrire, donc, encore une fois, nous, on utilise Jira, créer des tickets Jira, pour rendre visible. Il y a un côté, bah, ça fait avancer, ça valorise le fait, au même titre en tout cas, à côté des features, il y a des choses. Et suivre ce travail. Voilà. Trouver un rythme, là où chacun peut avoir le sien, mais on a essayé plusieurs choses, c'est pas toujours évident, mais parfois ça peut être un rythme de toutes les trois features, je fais une maintenance, toutes les deux features, une pour une, chacun de voir. Certains prennent voilà, le vendredi après-midi, l'heure de fin de journée, etc. Les ratios que moi je trouve intéressants, c'est d'avoir entre 10 et 20% de son temps. Et quand j'ai écrit ça, je me suis rappelé qu'au début, j'avais dit qu'on avait passé 13%. J'ai dit, ah bah c'est cool, j'étais content de voir qu'on n'était pas trop mal. Et alors à envisager, pourquoi pas, et je dis ça forcément parce que nous on peut le faire, mais j'ai découvert qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées pour ça aussi, genre Fast Ruby, enfin il y en a d'autres, une autre boîte polonaise qui propose des services de faire que ça. Et en tout cas, ils proposent justement des services de gestion de dette technique. Je ne sais pas ce que ça vaut. Nous, on ne l'a jamais fait avec des boîtes actives, hein, donc je ne peux pas vous faire de retour d'expérience, mais je sais que certains décident de dire, bah voilà, vu que de toute façon, j'arrive pas à trouver mon organisation en interne, bah, j'externalise maintenant sa gestion de dette technique à d'autres boîtes. Pourquoi pas. Les takeaways, si tu peux dérouler là-dessus, sera fini. Juste après, je vais passer là-dessus. Mais du coup, effectivement, il y a certains de nos outils qui font des liens. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, et on va les ouvrir là-dessus. Bah, ils sont publics, donc vous pouvez les regarder. Il y a le tech. Alors, je te demanderai après de les ouvrir, juste je vais les lister. Voilà, le tech radar, vous voyez à quoi ça ressemble. Où nous, on enregistre tous les gems qu'on a utilisés, pourquoi on les utilise encore, pourquoi on les utilise plus. Donc, si vous voulez voir, faire le vôtre ou regarder ce que nous on a fait. Je vous parlais tout à l'heure de config Robocop, donc du coup, les publics, notre config Robocop, si vous utilisez RL, c'est que vous avez envie de voir nos règles, ou en tout cas de voir comment on a fait, ben, allez-y. Nos codings standards, et du coup,
notre config de CI, on utilise GitLab pour la CI et du coup elle est publique aussi parce qu'on utilise la même sur toutes nos CI et du coup ça va justement exécuter nos Rubocop, nos revues critiques, etc. Si tu veux juste peut-être ouvrir les liens, Clément, pour qu'on voit, on va pas rentrer dedans, mais voilà, donc là nous le Tech Radar il est sur Notion. Effectivement il y a Internet qui est en train d'arriver. Mais bon, voilà, évidemment, on l'entretient, ça fait un petit moment, mais à différents sujets, voilà. Pour dérouler un ou deux trucs, pour voir à quoi ça ressemble. Tiens, peut-être sur les gems, non, on l'a. House of Gem, voilà, sur les gems, à quoi ça ressemble. Donc, vous allez le savoir bientôt, un instant à l'autre, incessamment sous peu. C'est parce que, après une page de pub, c'est parce qu'il y a une N+1 derrière. Voilà, donc effectivement, on a listé plein, enfin celles que nous on a vues dans nos projets, quoi. Donc avec différents niveaux, un petit peu une explication. Tout ça, c'est histoire de garder tout le problème quand on a ce genre de truc, c'est pourquoi un jour on a pris telle décision. Là, 200, on a peut-être juste pour passer peut-être au niveau où c'est plus recommandé. Voilà, il y a des trucs acceptables, et puis à la fin, il y en a quelques-unes qui sont dépréciées, qui veut dire bon bah on va voilà, nos chats par exemple, PG, pourquoi, blablabla, et puis à la fin, je crois qu'il y en a une ou deux qui est genre vraiment interdite. Et celle-là, on va se dire, non, c'est en front. On a une qui est limitée, il y en a une en front qu'on a mis interdite, en gros, pour dire non, vraiment, ça, faut pas l'utiliser. Si on la voit dans une code base, il faut la virer. Voilà, après les autres, c'est des liens GitHub ou des liens, je sais pas. Voilà. Si vous avez des questions, tu veux les ouvrir pendant ce temps, mais s'il y a des questions, moi, j'ai terminé. Pour savoir votre gestion de base de connaissances comme ça, Ouais. vous le faites en parallèle de votre développement, vous le faites après coup, et à quel moment vous intervenez? Est-ce que vous considérez que c'est la maintenance aussi de la tenir à jour, cette base de données? Bah ouais. Ouais. Quelque part, c'est de la maintenance. Maintenant, qui le fait en général? Moi, je crois qu'il y a principalement Clément qui est là et Julien aussi qui s'occupent de ça, ouais. Qui, en fait, Clément, qui va beaucoup aller aider les devs, donc du coup, il va voir les problèmes, il va dire, ah, tiens, tiens, on a utilisé ce truc, faut plus l'utiliser, il va prendre les quelques instants derrière pour aller le noter ici, parce qu'après, on a un rendez-vous hebdomadaire dans la boîte, et dans ce rendez-vous hebdomadaire, on annonce les mises à jour. Voilà, entre-temps, on a dit, il ne faut plus utiliser ça. Bon, ça, c'est toujours à jour, mais c'est pour pouvoir notifier. Est-ce que j'ai répondu à ta question quand j'ai dit ça? Merci. Petite question. Ouais. On parle de combien d'apps à peu près déjà que vous maintenez chez Alors, Active? ouais, là en ce moment, on en a une quinzaine sur l'année, je crois. Vous hébergez aussi du coup? Ouais, je crois. Non, il y en a qu'on n'héberge pas. La plupart, on les héberge. Mais on a celles qu'on héberge, et nous, on héberge sur Scalingo parce qu'on ne sait pas trop faire de l'infra. Il y en a quelques-unes qui sont sur GCP. Okay. Et combien vous auriez du coup de versions différentes, je sais pas, de Ruby ou de Rails par exemple? Est-ce que vous essayez ouais. de minimiser le nombre de versions différentes? Ouais, exactement. Et c'est vraiment un des sujets qui est très actuel chez nous. C'est qu'en fait, avant, on avait tendance à gérer les maintenances appli par appli. Et du coup, on se retrouve encore une fois avec ce problème type de, je sais pas, une mise à jour de Rails. Ok, allez, il faut passer à la version 7.1 de Rails. Très bien. Mais donc, du coup, il faut le faire 15 fois. Et en fait, ce qu'on faisait, ce qu'on fait encore, hein, c'est, je sais pas, une fois il y a un tel qui va s'en occuper, une fois il y a un tel qui va s'en occuper, et ça pouvait être à des moments très différents. Et là, on est en train de se dire que on voudrait tenter de le faire par campagne. Ok, parce qu'au final, passer de 7 à 7.1, bon, ok, ça va peut-être être un mauvais moment, ou j'en sais rien, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être que c'est mieux de le faire d'un coup que de le faire de manière disparate comme ça. Vas-y. Enfin, moi, j'ai un gros portefeuille d'appli. Ouais. Et, je pense que ma méthode serait pas très loin de la vôtre, c'est-à-dire que on fait la règle du Boy Scout, Ouais. et assez vite, déjà tu sens un truc qui va pas bien, ou tu vois un truc qui va pas bien, et visiblement vous avez déjà l'habitude de non seulement le faire, j'imagine, ça sous-entend, vous faites déjà du Red Green Refactor, Ouais. donc voilà, vous voyez un problème, vous le reproduisez, vous faites un test, et ensuite vous corrigez, comme ça vous vérifiez que vos suites sont vertes. Vous avez l'habitude de le documenter, et enfin genre tout ça, moi perso ce que je fais, c'est que sur mon gros portefeuille d'appli, en général je prends soit la plus urgente, genre sur celle-ci, cette pratique nous a eu. Oui. Typiquement, un des gros sujets qui a été posté en sortant de Rails 3, je crois, le merge. Donc tu avais un gros ARL, tu rajoutais un autre gros ARL, bon bah allez, merge end maintenant, salut les gars. Bon. Donc on l'a fait à l'endroit où il y avait les plus grosses requêtes, qui étaient le plus gros agrégé et qui nous sortaient les plus grosses bêtises. Et après tu propages. Ou bien, si tu veux être proactif, ou par exemple tester une techno, ou par exemple
Ouais, enfin, vraiment proactif sur ta montée de version. Tu prends une appli client qui bouge peu, Oui, ou qui est peu risquée, ou qui a le périmètre le plus limité. Et tu dis, celle-ci, c'est quelques écrans et quelques algos, tu la mets à jour à RHEL 7, tu te casses des trucs, tu bien apprends sûr. des trucs, tu améliores ton wiki, tes développeurs, ils en parlent. Le lendemain, la semaine, le mois d'après, tu prends l'appli un peu plus Eh dure, oui. tu fais... Alors déjà, ma recette fonctionne toujours, ou pas, Oui, ou en faisant la première appli, on l'a mal documenté, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc, vraiment, comme quand ça casse, tu fais ton process habituel, ouais, ou tu veux être proactif, bah, je suis sûr, toi, dans ta tête, tu le sais, quelles sont les applis les moins risquées, bien les plus sûr. petites, les plus machins, et tout le monde, voilà. Et de toute façon, je pense que notre côté humain fait que ça va marcher, c'est-à-dire que si je viens de voir et je te dis, c'est ça l'application la plus critique de notre business, et on a une mise en prod très bientôt, et ce serait cool que tu la passes sur la toute dernière version de Rails, tu vas me regarder, tu fais non, Surtout pas. jamais. Ouais, Et donc, intuitivement, en fait, bien sûr. que ce soit par l'absurde ou parce que c'est réfléchi, on va faire comme ça. Enfin, je pense. Ouais, mais Et, t'as raison. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. euh, Après, là où nous, on n'a pas encore capturé, enfin, c'est le truc, effectivement, quand je dis on expérimente, mais on n'a pas encore bien capturé la connaissance et c'est le truc sur lequel on commence à bosser sur ces sujets, en tout cas sur la problématique de upgrade de version, quoi. Yes. Une piste peut-être là-dessus pour trouver le bon équilibre, c'est un peu ce que la mentalité SRE à la Google, quoi, qui est de dire, essayer de trouver des métriques qui vont nous dire quand est-ce qu'on va pouvoir en fait continuer à faire de nouvelles features ou en fait ne pas maintenir un projet et quand est-ce qu'on va devoir faire de la maintenance, qui est tout ce qu'ils appellent les SLI, SLO, SLA, bon, je vais pas en parler là, et en fait qui est de dire qu'est-ce qu'attend notre client, quel nous objectif on se met Ouais. derrière. Et à partir de ça, en fait, dès qu'on ne respecte pas notre objectif, ça va réduire notre budget. Le budget qui est un peu, est-ce qu'on a le droit de déployer une nouvelle feature, est-ce qu'on a le droit de bosser là-dessus. Ou est-ce qu'au contraire, là, c'est important qu'on bosse sur les plus reliable. C'est cool ce que tu dis parce que attends, mais ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, là, une des difficultés, c'est d'objectiver ce que tu vas faire là-dessus parce que tu es dedans et tu vas avoir envie. Et en plus, tu es en train de manipuler, tu vas sentir un truc qui va pas bien. Donc, c'est cool d'avoir ce genre d'outil qui te permet un peu de prendre du recul. dans les méthodes agiles, officiellement, je les aime pas, hein, ce soit dit. Officiellement, les développeurs font ce qu'ils veulent et les développeurs prêtent ce qu'ils veulent. Donc, si un jour, je sais pas, toutes les 2 semaines, tes développeurs livrent 50 points. Et si un jour, tes développeurs, ils vont voir le métier et ils font, pendant la prochaine quinzaine, salut, c'est 0. Oui. Et le client, il est estomaqué, c'est légitime de sa part. Il est dégoûté, c'est légitime. Mais en vrai, la méthode dit, tant pis. Les développeurs ont dit, nous ouvrons 50 points, nous ouvrons 40 points, et de toute façon, si Roger il est malade au milieu, ce sera encore 10 de moins. Donc voilà. Et bon, moi je trouve que ça se fait pas, c'est un peu de la négo de voyou. Alors après, il faut être réaliste, évidemment, si 3 quarts de ton équipe tombe malade, c'est comme ça. Mais j'ai créé de la confiance, et c'est quand même vachement mieux si tu crées un budget. Si tu fais des US métiers, tes développeurs s'engagent à faire des US de refacto, des US techniques. Tout le monde gagne de la visibilité, tout le monde gagne de la prédiction. Et là, on retrouve tout ce que tu avais dit sur le budget. Et il y a un budget maintenant, c'est très cool. Et après, un autre truc que je vous recommande beaucoup, c'était, j'ai arrêté un peu Twitter, mais Charity Majors de Honeycomb, elle a fait pas mal de trucs. Alors, son produit, c'est de l'observabilité, des bugs, des machins, tout ça. Elle a un blog et toute son équipe, ils ont tweeté des tonnes de trucs très intéressants. Euh, Notamment, on teste toujours en prod, ou quels sont les tests pré-prod, et quels sont les tests de perf, vous ne pouvez pas le faire, enfin, c'est votre vraie prod, et puis c'est tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment encore plus fort que ça, et ça c'est très cool. Mais de toute façon, au bout d'un moment, au tout début de leur produit, ils avaient une seule métrique et un seul truc sur lequel ils racontaient beaucoup. Et je l'ai vécu, c'est au bout d'un moment, tu te réveilles la nuit et t'as pas envie. Tu fais autre chose, tu vas à l'anniversaire d'un pote, tu dors, tu as besoin de dormir. Et là, il y a ton téléphone qui sonne et c'est à toi de le réparer. Donc, moi, je l'ai vécu parce qu'à un moment donné, mon client, il avait mon numéro de téléphone perso au tout début de ma carrière. Et au bout d'un moment, non, mais ça a été très formateur pour moi parce que déjà, j'ai compris 2 choses vraiment importantes. C'est que la première,
Je faisais des fois du code un peu moins. Ah, ça, c'était très vieux. Donc, il n'y avait pas tous ces trucs-là, et j'ai pas honte aujourd'hui, mais je faisais du code qui était parfois un peu moins le one-liner trop cool qu'on a remis sur un code golf ou sur un truc comme ça. C'était un peu moins élégant, c'était un peu machin, où je laissais du code mort en commentaire. Aujourd'hui, on vous dirait, mais non, ne laissez pas de code mort, enfin, votre historique Git, il l'a. Ouais, d'accord, mais moi je me faisais un SSH, je décommentais la ligne en prod et puis j'étais content. Mais ça a changé des choses dans ma pratique, juste parce que bah, j'avais envie de dormir en fait. Et il y a un autre truc aussi, c'est bah, tu fais des meilleurs messages d'erreur parce que ton client il t'appelle quand il comprend pas. Bah, en fait, déjà, ça se trouve, ton appli elle a zéro bug, j'y crois pas. Mais en fait, tu as juste besoin de mieux l'expliquer aux gens qui l'utilisent. Et ça c'est top. Et il y a plein de pratiques comme ça. Donc dis-toi que ton client il a ton numéro de téléphone, dis-toi que tu as envie de dormir. Et il y a un dernier truc, c'était juste avant que le SRE existe et soit à la mode. C'est au bout d'un moment, une erreur, bah, tu réagis, c'est cool. Et une erreur dont tu sais pas quoi faire, bah, c'est pas une erreur. Donc imaginez, vous avez un crash, genre je sais pas, il y a un voyant qui arrive et qui dit un voyant sur votre voiture. Bah, vous n'êtes pas mécano, le voyant arrive, vous savez pas ce que c'est. Ouah, c'est rouge, ça doit pas être terrible. Mais en même temps, je suis en train de faire ma route, je suis en train de faire autre chose. Je ne peux rien faire. Je n'ai pas la compétence, j'ai pas de garage, j'ai pas machin, et j'ai envie d'aller en vacances. Et tu fais, bon, bah tant pis. Et donc, bah, vous n'avez pas envie de réveiller quelqu'un pour ça. Alors ça, c'est parce que c'était mon sommeil. Et on en parlait aussi dans des paris RB, il y a le côté astreinte. Et l'astreinte, ça se paye avec du vrai argent. Le mec, il dort, mais il est sous astreinte, bah, il gagne des sous. Le mec, il est sous astreinte et il est réveillé, il regagne des sous. Au bout d'un moment, c'est aussi votre budget qui descend. Et donc, tout simplement, vous dites, bah, le mec, il s'est réveillé, il a analysé le problème, il a dit, désolé les gars, je peux rien faire. Ou bah, vous en parlerez au délit demain. Bah, en fait, on n'en parle pas. On réveille personne, on est content, on ne gaspille pas d'argent, on en parle au délit demain. Et est-ce que c'est vraiment grave qu'il y ait quelqu'un qui réagit vendredi soir à 23h? Et où est-ce qu'on peut en discuter lundi, voire mardi? Probablement. Donc, il y a pas mal de trucs que je vois dans tout ça. Et ouais, la classification des erreurs aussi, elle est importante. Je trouve. Ouais. Moi, je te parle, enfin, bon, sans rentrer dans le truc, mais quand j'aime beaucoup le lean, comme je t'en ai déjà parlé, effectivement, j'aime bien c'est la méthode Piscard, dont on avait parlé la dernière fois. Piscard pour la résolution de problèmes, donc un bug, c'est potentiellement c'est un problème, c'est quelque chose. Et le I de Piscard, c'est quel est l'impact. Et donc, ça veut dire que très vite, avant même de comprendre pourquoi tu as eu ton bug, c'est qu'est-ce qui va. Voilà, quel est l'impact de ce bug? Et ça t'aide déjà beaucoup à réagir, parce que sinon, tu pourrais très vite te dire, oh merde, il y a un bug, bah, j'y vais, etc. Mais effectivement, qui est concerné par ça? Et c'est hyper important dans les deux cas, hein, parce que parfois l'impact est beaucoup plus important que ce que tu pourrais imaginer, mais ça t'aide à prendre tes décisions, en fait, quand tu sais quel est l'impact du problème que tu as. Enfin, moi, une pratique que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est proche du budgeting, c'est proche de plein de choses, et ça touche à tous les métiers. C'est dans une US, et notamment si c'est un bug fixe, et notamment si c'est une US technique, tu dis bah, c'est quoi l'impact et c'est quoi qu'on espérait gagner. Et là, tu dis bah, là, il y a 1 million d'euros qui coulent tous les mois. Waouh! Là, il y a les taxes qui seront pas bonnes. Waouh! Là, on perd 30 minutes une fois tous les 6 mois. Là, tu jettes l'US. Ouais. Ouais, carrément. fond du backlog. Mais voilà, c'est le jeu. Désolé, je suis un peu derrière ton truc. Cool. Yes. Je pense qu'il y a aussi un petit point par rapport, quand on parle aussi de maintenance, c'est parce que oui, on a parlé beaucoup oui, de tout ce qui est pattern, enfin voilà, des codes SMER, des trucs comme ça, mais il y a aussi tout ce qui est aussi lié à la productivité des développeurs eux-mêmes en fait. Ouais. Parce que il y a des choses qu'on doit faire aussi sur ce niveau-là, pas forcément régler des problèmes dans la code base, mais plus un peu le tooling qui est autour de ça et en termes de budgeting, en fait, là, je regardais encore mes notes parce que c'est un truc que j'avais fait dans mon entreprise. C'est vrai qu'il y a vraiment 4 catégories, en fait. Il y a ce qu'on appelle les new features. Après, en général, ça, c'est 30%. Enfin, new capabilities, on va dire. Quality improvement. 30, ça veut dire on va améliorer des features existants ou quoi que ce soit. Après, on a fait tout le travail, en fait, de ce qu'on appelle to keep the lights on. Donc ça va être de la maintenance, ça va être beaucoup de trucs. Mais après, ouais, il y a tout ce qui est l'aspect productivité. Par exemple, je travaillais aussi avec des vieilles codes base qui n'étaient pas encore dockerisées ou des choses comme ça, finalement. Et ça en fait partie aussi d'améliorer un peu la productivité. Enfin, juste pour ajouter par rapport à ça, en fait, je pense que c'est pas forcément que des problèmes, mais c'est aussi améliorer la productivité des devs aussi.
Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que là, je restais très code-base, mais je suis assez aligné avec toi. De toute façon, une fois, je continue à parler de Lean, mais une des notions fortes du Lean, c'est le Kaizen. Donc, du coup, le Kaizen qui veut dire, je crois que j'ai Kai pour change et Zen pour good. Donc, ça veut dire changement pour le bien. Et donc, c'est toutes ces notions d'amélioration continue. Et typiquement, tu vas commencer par intervenir sur ton environnement de travail. J'ai vu que tu avais le. Ce qui me rappelle, tu vois, justement, c'est pour ça que j'ai bien aimé l'article. Où tu te dis, bah, en fait, je suis en train de travailler sur ma machine parce qu'en fait, j'ai besoin que ma machine, et quand je dis ma machine, c'est mon environnement, quoi. De manière générale, ça peut être ma machine à moi, ça peut être ma CI, ça peut être mon tooling, effectivement, qui va beaucoup t'aider. Ouais, pour moi, il y a un point qui est important aussi, c'est pas forcément dissocier features et maintenance. Quand on développe une nouvelle feature, en fait, souvent, ça peut avoir des impacts sur le code existant. Et il faut parfois réfléchir à maintenir le code existant en même temps. Oui. Pour cette feature-là, quel est le but? Est-ce qu'on la rajoute par-dessus quelque chose ou au contraire, on enlève du code existant pour mieux intégrer cette fonctionnalité, pour la simplifier? Voilà. Ouais. Pour moi, c'est pas forcément dissocier maintenant. Ouais, t'as raison. Bah, en fait, quand tu ajoutes quelque chose, tu ajoutes une feature, tu ajoutes de la complexité. La question que tu vas te poser, effectivement, c'est est-ce qu'elle est nécessaire et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux enlever à la place ou comment est-ce que je vais remanier? Ou comment, justement, ne pas ajouter de la simplicité et de la complexité. Oui. Ouais, je suis d'accord. Mais là, pour moi, alors, est-ce que c'est de la maintenance? Oui. Est-ce que c'est le bon geste d'ajouter une feature? Tu vois, on pourrait rentrer, effectivement, on pourrait débattre sur ce sujet, quoi. Parce que d'une certaine manière, pour moi, ce que tu dis, c'est presque la manière normale, enfin, qu'elle devrait l'être, d'ajouter une feature. Puisque forcément, tu ajoutes une feature, tu regardes les impacts qu'il peut y avoir ailleurs. Et oui, là, je pourrais différencier effectivement ce genre de choses. Mais oui, je suis d'accord. Ajouter une feature, c'est pas juste rajouter du code et rajouter une feature. Merci.